Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous allons voir maintenant le transistor. Alors le transistor consiste en deux jonctions très voisines, au lieu d'une seule comme pour la diode. Deux jonctions très voisines l'une de l'autre. Son fonctionnement repose en partie sur les mêmes principes que ceux que nous avons vus avec la diode. Donc ça sera plus simple à expliquer. Vous avez maintenant l'essentiel. Imaginez que nous construisions une petite barre de silicium avec trois régions distinctes. Une région de type P, une région de type N et une autre de type P, comme suit. P, N, P. Cette combinaison d'ailleurs s'appelle un transistor PNP. Chacune des deux jonctions du transistor aura un comportement très semblable à celui que nous avons vu. En particulier, il y aura une barrière de potentiel électrostatique à chaque jonction avec une chute de potentiel de la région de type N vers la région de type P. Donc c'est la forme classique du potentiel avec les deux barrières de potentiel pour les deux jonctions. Si les deux régions de type P ont les mêmes propriétés internes, on verra que ce n'est pas tout à fait le cas, la variation de potentiel le long du cristal se présente comme ceci. Imaginons maintenant que nous connections maintenant chacune des trois régions à des sources de potentiel extérieurs, des piles ou d'autres parties du circuit, comme suit. Donc on a, je vais le dessiner séparément, ce sera plus clair, P, N, P. On va mettre ici VE, une tension VE, une tension VB qui est négative, un peu négative. Là, tension égale 0, et là, une tension VC très négative. Nous mesurons tous les voltages, les potentiels, à partir de l'électrode reliée à la région P de gauche, laquelle sera par définition au potentiel 0. Ce qui importe toujours, c'est les variations de potentiel. Les variations de potentiel donnent la valeur du champ électrique, et peu importe le zéro auquel on place le potentiel, c'est défini à une constante près. Nous appellerons cette électrode à gauche l'émetteur, d'où le E. La région de type M, qui est appelée la base, est reliée à un potentiel légèrement négatif. Et la région de type P à droite est appelée le collecteur, d'où le C, et est connecté à un potentiel un peu plus fortement négatif. Dans ces conditions, la variation du potentiel le long du cristal est alors comme ceci. Donc ici, avec le potentiel négatif, elle est un peu plus basse, et là, nettement plus basse. La différence entre les deux, c'est le potentiel de la base, et ici, le potentiel du collecteur. Alors voyons d'abord ce qui arrive aux porteurs positifs, donc les trous. Le comportement de ces trous va décider pour l'essentiel du fonctionnement du transistor PNP. Puisque l'émetteur est à un potentiel légèrement plus positif que la base, il va s'établir un courant de porteurs positifs allant de la région de l'émetteur vers la région de la base. Ce courant sera relativement grand parce que nous avons une jonction qui est soumise à un voltage dans le bon sens, comme pour les diodes. Dans ces conditions, les porteurs positifs ou trous seront émis par la région de type P vers la région de type N. Alors, on pourrait penser que ce courant va s'écouler hors de la région N
par l'électrode de la base, comme pour une diode. Donc comme si on avait simplement une diode comme ceci. Mais c'est là qu'intervient le secret du transistor, qui fait qu'il est simplement différent d'une simple juxtaposition de deux diodes. Il est plus que ça. Le transistor est construit de manière à ce que la région de type N soit extrêmement mince. Typiquement de l'ordre du centième de millimètre. C'est plus fin qu'un cheveu. Donc la région de type N ici est très fine. Son épaisseur est beaucoup plus fine que sa grandeur transversale. Il en résulte que les trous qui pénètrent dans la région N ont de bonnes chances. Un trou qui pénètre ici a de bonnes chances d'atteindre l'autre côté, tellement c'est fin, en fait, très fin, très fin. Beaucoup de chances d'atteindre la région située de la frontière de l'autre côté de la région de type N, sans être annihilé par un électron et emporté par l'électrode de la base. En somme, la base est beaucoup plus étroite que la zone d'interface d'une diode. Les deux faces sont tellement proches que les zones de jonction se superposent. Et c'est là l'astuce. Lorsqu'ils atteignent la frontière de droite de la zone de type M, les trous trouvent à cet endroit un potentiel avec une forte pente descendante. Et donc, ils tombent immédiatement dans la région de type P. Donc, ils traversent facilement la base sans être annihilés, sans être pris par l'électrode, et très facilement, et hop, ils basculent dans ce puits de potentiel qui se trouve juste devant eux. Ce côté du cristal est donc appelé le collecteur, car il collecte les trous qui, après leur diffusion à travers la région N. Dans un transistor typique, la quasi-totalité du courant des trous qui provient de l'émetteur et entre dans la base est collectée dans la région du collecteur. Seule une fraction de l'ordre du pourcent va contribuer au courant total de la base. Donc on a ceci dans le transistor. On a un courant important ici, une petite fraction part dans la base et le plus gros continue dans le collecteur. Bien sûr, la somme du courant de base et du courant du collecteur est égale au courant de l'émetteur. Voilà donc la première étape dans le fonctionnement de ce transistor. Bien sûr, maintenant, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe quand on fait varier les potentiels, des choses de ce genre, et nous verrons la suite de cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.